Un chariot à linge, comme il en passe tous les jours dans cette prison. Rien d'étrange, rien de différent. Pourtant, à l'intérieur, se cache l'un des hommes les plus recherchés du monde, le chef du cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán. Ce jour-là, il s'évade de l'une des prisons les plus sécurisées du pays, poussé dans un chariot à linge par un simple employé corrompu. Et le plus fou, ça n'est même pas sa plus grande évasion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'un des hommes les plus traqués au monde, classé par Forbes parmi les criminels les plus riches de la planète après avoir bâti un véritable empire. Un baron de la drogue qui a sans doute orchestré la plus spectaculaire évasion de l'histoire. Joaquín El Chapo Guzmán. Dans le village reculé de la Tuna, niché au milieu des montagnes, vient au monde Joaquín Guzmán Loera, enfant d'une famille paysanne. Son père, Emilio, cultive des oranges et aussi de l'opium, parce qu'ici, dans ces hauteurs où l'État mexicain n'a jamais vraiment mis les pieds, la drogue rapporte plus que le maïs. Joaquín grandit dans une pauvreté extrême, pas d'eau courante, pas d'électricité, et surtout un père violent qui le bat régulièrement. À l'école, ça n'est pas beaucoup mieux, on se moque de lui pour sa petite taille, on l'appelle El Chapo, le trapu. À 15 ans, Joaquín quitte l'école. Il sait à peine lire, mais lui aussi a déjà compris quelque chose. L'opium rapporte plus que les oranges. Alors, il cultive sa propre marijuana d'abord, puis se lance dans la contrebande avec son oncle. Parce que le jeune Chapo a un certain don. Il sait comment faire passer la drogue à travers le Sinaloa jusqu'aux États-Unis sans trop de prise de risque. Dans les années 80, il rejoint alors le grand patron, Miguel Gallardo, le chef du cartel de Guadalajara, l'organisation la plus puissante du Mexique à l'époque. Et c'est là que El Chapo va commencer à briller. Sa spécialité, les tunnels. Pendant que les autres cachent la drogue dans des voitures et soudoient les douaniers, lui, il creuse, sous la frontière, des centaines de mètres, avec éclairage, ventilation, parfois même des rails pour faire rouler des wagons. Des autoroutes souterraines que personne ne voit. Mais en 89, tout bascule. Gallardo est arrêté, le cartel explose et la guerre des cartels éclate. Et dans ce chaos, El Chapo n'aspire plus qu'à une chose, le pouvoir. Avant de continuer, je voudrais prendre une petite minute pour remercier le partenaire de cette vidéo qui est une nouvelle fois CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est l'un des tout meilleurs VPN du marché. Plus de 20 000 excellents avis sur Trustpilot et plus de 38 millions d'utilisateurs. Petit rappel, un VPN, ça vous permet de sécuriser votre vie privée en ligne. Si par exemple vous êtes connecté sur un Wi-Fi public, dans le train, dans un hôtel ou dans un café. Vous pouvez sélectionner l'un des 100 emplacements proposés pour chiffrer et protéger vos données et vous voilà complètement anonyme. Vous pouvez aussi vous en servir pour débloquer de nouveaux catalogues de films et séries sur vos plateformes de streaming préférées, Netflix, Prime Video, Disney+, et bien d'autres. Vous pouvez quand même débloquer jusqu'à 50% de contenus supplémentaires qui ne sont normalement pas disponibles en France. Et petit bonus, vous pouvez aussi débloquer l'accès à des sites de contenu pour adultes qui, maintenant, depuis quelques mois, sont restreints en France. Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents, votre ordi, votre tablette, votre smartphone et plus. C'est très simple d'utilisation, vous cliquez sur le bouton se connecter et en quelques secondes, votre connexion est sécurisée dans le pays que vous avez sélectionné. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Profitez d'une réduction de moins 83% et de 4 mois gratuits avec le lien qui se trouve dans la description. Cela ne vous revient qu'à environ 2 € par mois. C'est un très bon service qui en plus soutient la chaîne et mon travail, donc n'hésitez pas. Merci à CyberGhost. Le cartel de Guadalajara n'existe plus et à sa place, plusieurs organisations se battent pour chaque parcelle de territoire. De leur côté, El Chapo et son associé El Mayo fondent leur propre organisation, le cartel de Sinaloa. Et celui-ci compte bien révolutionner le trafic de drogue. Sa méthode, ces fameux tunnels sous la frontière. Ces innovations deviennent légendaires. En 90, ces hommes creusent un tunnel de 400 mètres entre Agua Prieta au Mexique et Douglas en Arizona. La DEA met 3 ans à le trouver. 3 ans pendant lesquels des tonnes de drogue traversent chaque semaine. L'argent coule à flot. Le magazine Forbes le classe bientôt parmi les personnes les plus puissantes du monde. Fortune estimée, plus d'1 milliard de dollars. Au début des années 90, la DEA et le FBI le considèrent comme l'un des narcotrafiquants les plus dangereux du Mexique. Mais à 36 ans, El Chapo va commettre une erreur. Une erreur qui va tout changer. Le 24 mai 1993, El Chapo arrive à l'aéroport de Guadalajara, où il doit prendre un vol. Ce qu'il ne sait pas, c'est que dans le parking, des tueurs l'attendent. Des hommes du cartel de Tijuana, accompagnés par des sicarios du gang Logan 8 de San Diego. À 15h40, des coups de feu éclatent. Le parking devient un véritable champ de bataille.
Quand le silence retombe, quelques secondes plus tard, 7 corps sont sans vie. Mais parmi ces corps, aucun n'est El Chapo ni un de ses hommes. Parmi ces corps, il y a le cardinal Ocampo, archevêque de Guadalajara, criblé de 14 balles. Le cardinal Ocampo était particulièrement populaire, un homme qui se battait pour les plus pauvres. Le Mexique est sous le choc et l'opinion publique réclame des têtes. La version officielle, une bavure. Les tueurs auraient confondu le cardinal avec El Chapo à cause d'une voiture similaire, mais beaucoup contestent cette version, en suggérant que l'assassinat du cardinal était prémédité afin d'accuser El Chapo. Car c'est à partir de ce jour que le gouvernement fait de lui l'ennemi public numéro 1. Il offre 15 millions de pesos pour la capture d'El Chapo. Il décide alors de fuir au Guatemala, mais la cavale est de courte durée. 2 semaines plus tard, le 9 juin 1993, l'armée guatémaltèque l'arrête près de la frontière. Direction le Mexique, où il est extradé et condamné à vivre pendant 20 ans dans une prison de haute sécurité. El Chapo a alors 36 ans, il vient de perdre sa liberté, mais dans sa tête, c'est déjà très clair. Il ne passera pas ses 20 ans en prison. En novembre 1995, 2 ans après son arrestation, El Chapo est transféré à Puente Grande, une prison de sécurité maximale dans l'état de Jalisco. Sur le papier, c'est une forteresse, mur de 6 mètres, mirador armé, contrôle permanent. Mais El Chapo, c'est une chose. Une prison n'est forte que si ses gardiens résistent à l'argent. Et à Puente Grande, tout s'achète. En quelques mois, il a la plupart du personnel sur sa liste de paie. Il commande ses repas comme au restaurant, il reçoit des visites de prostituées. Il continue même de diriger son cartel par téléphone portable, depuis sa cellule. Mais en janvier 2001, tout change. Le 18 janvier, la Cour suprême du Mexique rend un arrêt. Les États-Unis peuvent désormais extrader les trafiquants mexicains. La seule condition, pas de peine de mort. Pour El Chapo, c'est la catastrophe. La prison américaine, c'est la vraie prison. Pas de corruption, pas d'évasion possible. Il doit sortir. Maintenant. Dès le lendemain, 19 janvier 2001, son plan se met en marche. À 21h, un des gardiens corrompus ouvre la porte de sa cellule. Un chariot à linge l'attend. El Chapo grimpe dedans et se recouvre de draps sales. Le gardien pousse, durant une vingtaine de minutes, les portes s'ouvrent les unes après les autres jusqu'à la dernière, celle de la sortie, où une voiture l'attend pour l'emmener dans les montagnes du Sinaloa. Une évasion presque éclair, mais qui coûte 2,5 millions de dollars. C'est le prix de la corruption. Évasion qui fait évidemment la une des journaux. Pas moins de 72 employés de la prison seront arrêtés. Et le plus fou, ça n'est même pas sa plus grande évasion. « 13 ans. 13 ans pendant lesquels El Chapo devient un fantôme. Il se cache dans les montagnes du Sinaloa, change de planque et utilise un téléphone différent chaque jour. Et pendant ce temps, son empire explose. Le cartel de Sinaloa devient la plus puissante organisation criminelle du monde. Les États-Unis offrent 5 millions de dollars pour sa capture. Le Mexique, 2 millions. La pression et la traque s'intensifient. En 2012, l'armée débarque dans une maison de Cabo San Lucas où il se cache. Mais il est déjà trop tard. El Chapo vient de s'enfuir par un tunnel sous sa baignoire. Il avait prévu une porte de sortie. Encore un tunnel. Mais le 22 février 2014, à l'aube, tout s'effondre. El Chapo se trouve dans un hôtel de Mazatlan, une station balnéaire. Et à 6h40, plus de 60 marines encerclent l'hôtel. Cette fois, pas de tunnel, pas d'issue. El Chapo se rend sans tirer un coup de feu. Le président actuel déclare devant les caméras qu'une autre évasion serait impardonnable. Destination, l'Altiplano, la prison la plus moderne et sécurisée du Mexique. « 27 000 mètres carrés de béton, 26 niveaux de sécurité, capteurs de mouvement partout, micro cachés, caméras de surveillance 24 heures sur 24. L'Altiplano, c'est autre chose. El Chapo est dans la cellule numéro 20, 4 mètres sur 3. 9 caméras couvrent chaque centimètre. Mais il remarque déjà un détail. Chaque centimètre, sauf la douche. Un mois après son incarcération, les choses sont claires. El Chapo veut de nouveau s'échapper. À l'extérieur, ses lieutenants se réunissent. Ils achètent des armes, un pick-up blindé, louent un entrepôt et surtout achètent un terrain près de la prison. Pourquoi un terrain ? Pour creuser un tunnel. Le plan prend forme, mais il leur reste un problème majeur à résoudre. Comment localiser précisément la cellule d'El Chapo ? L'Altiplano est immense, une erreur de quelques dizaines de centimètres et le tunnel débouche au mauvais endroit. La solution ? Introduire clandestinement une montre GPS dans la prison afin d'enregistrer les coordonnées exactes de la cellule. Ce qu'ils réussissent à faire très rapidement. En décembre 2014, le chantier débute. Dans le village de Santa Juanita, à 1,5 km de la prison, une équipe commence à construire une maison. Il faut ensuite creuser un tunnel d'1,5 km, sous des routes, sous des champs, sous une prison de haute sécurité, sans être détecté.
Les travaux avancent lentement, mais 3 mois après les débuts du chantier, la façade de la maison semble terminée. À l'intérieur, les ouvriers retirent de la terre, beaucoup de terre. L'équivalent d'environ 350 chargements de camions, évidemment évacués la nuit pour ne pas attirer l'attention. Dans le sol de la maison, un puits de 10 mètres de profondeur. Puis, le tunnel horizontal commence. 1,70 m de haut, 75 cm de large. Juste assez pour qu'un homme puisse y passer. Tout est pensé, éclairage LED tous les 10 mètres, ventilation par tuyau de PVC, des rails au sol pour faire rouler une moto, électrique, silencieuse, afin d'évacuer la terre. Mais dans sa cellule, El Chapo entend quelque chose. Un grondement sourd sous ses pieds. Les autres détenus commencent à se plaindre du bruit. El Chapo s'impatiente et la pression grandit, jour après jour. En juin 2015, 6 mois après le début du chantier, le tunnel atteint 800 mètres. Mais surtout, le tunnel atteint le périmètre de la prison, la partie la plus dangereuse. Le moindre bruit, le moindre effondrement, et tout est terminé. Presque un mois et demi plus tard, le 10 juillet 2015, le tunnel arrive exactement sous la cellule d'El Chapo, sous le sol de sa douche. Il ne reste plus qu'à percer le béton armé vers le haut et découper un carré d'1 mètre sur 1 mètre. La grande évasion est pour demain. Nous sommes le samedi 11 juillet 2015, au soir. El Chapo a choisi un week-end. Moins de personnel, moins de vigilance. À 20h52, les caméras l'aperçoivent entrer dans la zone de douche. L'unique zone de la cellule que les caméras ne voient pas. 1 minute passe, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. À 21h17, les gardiens commencent à s'inquiéter. 25 minutes, c'est long pour une douche. Ils décident d'aller voir. Ils ouvrent la cellule et se dirigent vers la douche. Personne. Mais à cet endroit, derrière le petit muret, un trou béant. Un puits de 10 mètres s'enfonce dans les entrailles de la terre. Panique générale. Pendant ce temps, El Chapo est déjà dans le tunnel. Il a descendu l'échelle. Devant lui, la moto. Un homme l'attend et El Chapo monte derrière lui. La moto démarre 30 km/h dans le tunnel. Il leur faut environ 3 minutes pour le traverser. El Chapo file à travers ce boyau étroit. L'air est chaud, humide, mais il respire la liberté. À l'autre bout, dans la maison, une équipe l'attend. Un VTT est prêt. Il monte jusqu'à un entrepôt un peu plus loin. Dans cet entrepôt, un avion et un pilote, de nouveau. Direction, les montagnes du Sinaloa. Le lendemain, le monde entier découvre le tunnel. Les journalistes sont bouche bée. 1,5 km, éclairage, ventilation, rails, moto. Coût estimé, $1 million. Le président mexicain est humilié, lui qui avait promis que l'altiplano était inviolable. El Chapo se terre dans les montagnes du Sinaloa, change de planque chaque nuit, utilise des systèmes de communication cryptés. Il est redevenu invisible. Mais s'évader de prison n'est pas suffisant. Ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui, qu'on raconte son histoire. Il rêve d'un film sur sa vie. Et il sait exactement qui doit le réaliser. Kate del Castillo, une actrice mexicaine qui a joué Teresa Mendoza dans La Reina del Sur, une femme ordinaire devenue reine du trafic de drogue. En juin 2015, alors qu'il est encore en prison à l'Altiplano, avant son évasion, ses avocats la contactent. Elle accepte, mais elle refuse catégoriquement l'argent du cartel. Pas un centime de lui, insiste-t-elle. En septembre 2015, 2 mois après l'évasion, Kate reçoit confirmation que le film est bien toujours d'actualité. Pour l'aider dans ce projet, Sean Penn, acteur oscarisé qui a déjà rencontré des personnages controversés. Il est fasciné par les figures puissantes. Sean Penn a une idée. Avant le film, pourquoi ne pas faire une interview ? Le rendez-vous est alors fixé, début octobre 2015. Sean Penn et Del Castillo se rendent dans la jungle du Sinaloa. Ce que personne ne sait, la NSA écoute El Chapo. Ils l'ont vu chercher des informations à propos de Sean Penn sur Google et savent exactement où il se trouve. Quand ils arrivent, El Chapo les accueille avec une centaine d'hommes. La planque est au milieu de nulle part. Del Castillo le décrit plus tard. Il est plus grand que ce que je pensais, malgré son surnom. Ses yeux vous pénètrent comme un poignard, hypnotisant et effrayant. Ils discutent pendant plusieurs heures, puis une nouvelle rencontre est alors prévue pour une semaine plus tard. Néanmoins, cette rencontre n'aura jamais lieu. Les Marines, guidés par les renseignements américains, sont déjà en route. Très tôt le matin, 17 marines d'élite mexicains débarquent devant une maison. Ils ont reçu un tuyau la veille. El Chapo dort ici. À 4h40, un bélier défonce la porte. Immédiatement, des coups de feu. Une dizaine d'hommes lourdement armés ripostent de l'intérieur. La fusillade, intense et brutale, dure 15 minutes. 5 hommes du cartel sont tués. 6 blessés, dont un marine touché à la jambe. 15 minutes après le début de l'assaut, la maison est sécurisée. 4 personnes sont arrêtées, dont 2 femmes. Mais pas d'El Chapo. Durant 1h30, ils vont fouiller intégralement la maison. Chaque meuble, chaque recoin. Et derrière un miroir dans un placard, une porte secrète. Un tunnel de 20 mètres qui débouche directement sur les égouts de la ville. Guzman et son chef de la sécurité viennent de parcourir 1 kilomètre dans ce conduit avant de sortir à l'air libre par une bouche d'égout. Libre encore pour quelques instants seulement.
Ils sont arrêtés quelques minutes plus tard lors d'un contrôle de police en voiture. El Chapo tente le tout pour le tout. Combien vous voulez, je vous donne du cash, des propriétés, un emploi, tout ce que vous voulez. Les policiers refusent. Il change alors de ton. Vous allez tous mourir. El Chapo est emmené à l'hôtel en attente de renfort. Le grand baron de la drogue vient une nouvelle fois de se faire arrêter. Et cette fois-ci, sûrement pour de bon. Quelques heures plus tard, les renforts arrivent. El Chapo est menotté, mis dans un hélicoptère. Cette fois, c'est bien terminé pour lui. Retour à l'altiplano. Le lendemain, le magazine Rolling Stone publie l'article de Sean Penn, l'interview qui a aidé à capturer El Chapo. La veille de l'investiture de Donald Trump, le 19 janvier 2017, El Chapo est extradé vers les États-Unis. Et le 5 novembre 2018 s'ouvre le procès du siècle d'après les médias. Sécurité maximale, le pont de Brooklyn est fermé à chaque transport d'El Chapo au tribunal. 3 mois de procès, 56 témoins, 14 anciens proches d'El Chapo témoignent contre lui. Il raconte tout, les avions, les sous-marins, les pétroliers, les boîtes de piment remplies de cocaïne, les tunnels sous la frontière. Le 12 février 2019, le jury délibère. Verdict, coupable, sur les 10 chefs d'accusation. Le juge prononce la sentence, perpétuité plus 30 ans, ainsi que plus de 12 milliards de dollars de saisie. El Chapo prend la parole pour la dernière fois, en espagnol par l'intermédiaire d'un interprète. Il dénonce le système judiciaire américain. Sa détention est la plus inhumaine qu'il ait jamais connue. Après son jugement, Joaquín Guzmán est transféré à la prison Supermax ADX Florence, la plus sécurisée des États-Unis. 450 détenus, tous en isolement, 23 heures par jour dans une cellule. Et surtout, aucune évasion depuis l'ouverture en 1994. Le roi des tunnels est enterré vivant. Le cartel de Sinaloa existe toujours. El Mayo a pris les commandes. Les fils d'El Chapo, los Chapitos, dirigent une faction. Ovidio, Joaquín, Iván, Jesús Alfredo, considérés comme encore plus violents que leur père. Le 17 octobre 2019, l'armée arrête Ovidio, mais pour peu de temps. 700 sicarios lourdement armés attaquent la ville, roquettes, mitrailleuses lourdes, et le gouvernement capitule. Il libère Ovidio pour éviter un bain de sang. Le cartel a le contrôle. Mais Ovidio est finalement arrêté et extradé en 2023. Puis en juillet 2024, son frère Joaquín et El Mayo lui-même sont aussi arrêtés au Texas. Dans les montagnes du Sinaloa, les corridos chantent encore les exploits d'El Chapo. Pour certains, il reste un héros, l'homme qui a défié l'État, qui s'est évadé 2 fois, qui a construit un empire à partir de rien. Mais la vérité, c'est plus de 34 000 morts, des dizaines de milliers de vies détruites par la drogue, des institutions corrompues et un pays en guerre. Son évasion de 2015 restera dans l'histoire, un tunnel d'1,5 km sous une prison de haute sécurité. Mais aujourd'hui, dans sa cellule, El Chapo n'est plus qu'un numéro. Et de cette prison, personne ne s'est jamais échappé. Personne. N'oubliez pas de jeter un œil au partenaire de cette vidéo CyberGhost en cliquant sur le lien dans la description, bénéficiez de 4 mois offerts et de 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et essayez sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.